Ça, c'est le Alexandre Claudin que vous connaissez. Moi, je vais vous montrer qui est vraiment Alexandre Claudin et son histoire. Je m'appelle Alexandre Claudin et je vais vous raconter mon histoire depuis le début. Je suis d'origine de Lyon, je suis né à Lyon et ensuite je suis allé habiter avec mes parents dans le Haut-Beaujolais. Je pense que j'ai vécu là-bas la meilleure enfance que je puisse avoir. Avec mon frère, on a passé notre vie dans les bois, dans le village. On n'avait quasiment aucune limite et je pense que quand on est petit, on ne peut pas avoir meilleure enfance que ça, la liberté totale. Le premier mot d'Alexandre, ça a été 4x4. En fait, son 4x4, c'était sa petite maison. Ça paraissait dingue, mais quand on était au restaurant, il ne voulait pas manger au restaurant, il voulait manger dans le 4x4. Donc il avait son assiette de frites dans le 4x4. Les gens qui passaient disaient « Oula, le pauvre petit », mais il était heureux d'être dans cette voiture. Et même quand on faisait du tout-terrain, il était avec moi dans son siège. Alors, siège baquet, c'était son petit siège, mais fixé au véhicule. Et on faisait du tout-terrain et il était avec nous. Et là, vraiment, ça démarrait. Déjà à l'époque, il avait été filmé dans des rassemblements parce qu'il jouait avec des petites voitures et vraiment, on avait l'impression qu'il avait une vraie voiture avec lui pour jouer. Et il était filmé comme ça déjà à l'époque. Comme je l'ai dit, depuis déjà que je suis tout petit, avec mon frère, on a toujours été dans la nature, dans les bois. On faisait énormément de vélo, on construisait des bosses de vélo, des descentes. Donc Alexandre et Benjamin, donc avec quand même 6 ans d'écart, des passionnés de vélo et de toutes choses en tout genre. Ils essayaient les quads et tout ça dans le jardin et dans les bois autour de chez nous, puisqu'on habite à la campagne et qu'on est tout de suite dans les bois. Donc régulièrement, ils partaient avec leurs outils et ils allaient se créer des chemins, des passerelles et tout ça pour faire du vélo. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit que je fasse un sport et elle m'a inscrit à un club de vélo. À ce moment-là, on savait même pas que ça existait, les clubs de vélo. Nous, on faisait du BMX dans les bois, c'était même pas du VTT, c'était du BMX. Et là, c'est là qu'a tout commencé. Je suis allé dans un club de vélo, j'ai commencé à faire de la compétition pour les petits. Alex a toujours été quelqu'un de motivé, il a toujours voulu aller au bout, à fond pour ses performances, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, les compétitions ont pris le dessus et j'ai commencé à vouloir repousser toujours mes limites. Et l'évolution petit à petit du vélo est venue, les coupes Rhône-Alpes, les coupes de France, les coupes d'Europe. Et on allait aux mondiaux. J'ai fait 3 ans de mondiaux. J'ai même représenté l'équipe de France aux mondiaux et c'était assez extraordinaire. Alors en vélo, on parcourait l'Europe entière. Je pense que pendant 6 mois, on était sur la route avec mon frère, avec Quentin Chanudet qui aujourd'hui fait de la voiture avec moi. On faisait plus de quasiment 30 courses par an, donc c'était énorme. Il a toujours été motivé tout seul, pas eu besoin de personne pour aller chercher ce qu'il voulait aller chercher. On allait sur les courses les plus mythiques, il y avait un engouement pour le vélo qui était énorme. Je pense que l'anecdote la plus folle, je suis allé faire le championnat d'Allemagne et comme j'étais français, je pouvais pas faire le championnat en lui-même, être récompensé, mais j'avais fini premier du championnat allemand. Quand je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, il y a une personne, je pense à peu près de 80 ans, qui était venue me voir, me féliciter. Il m'avait donné un pins, c'est le drapeau de la France et le drapeau de l'Allemagne qui se serre la main. C'était des moments comme ça, c'était assez extraordinaire et c'était un moment de vie qui était complètement fou parce qu'en fait on passait notre temps sur la route et à découvrir des endroits et des personnes différentes. Donc Alexandre, en faisant du VTT de descente en compétition, c'est un sport quand même extrême et il a eu souvent des blessures plus ou moins importantes. L'avantage, c'est que très souvent, on était avec lui et les autres fois, il fallait se débrouiller avec les copains sur place, les papas sur place. Bon, Alexandre, il faut se dire que quand il partait en compétition, il laissait, comme je dis, ses neurones en haut de la montagne et il descendait. Il réfléchissait après. Donc voilà comment ça se passait, mais il s'en sortait bien.
Alors malheureusement, comme on peut le dire, toute belle histoire a une fin. Vélo, aujourd'hui, j'en fais quasiment plus. Pourquoi j'en fais plus? En fait, j'ai eu de nombreuses fractures. J'ai eu plus de quasiment 30 fractures dans le corps avec toutes mes années de vélo. C'est assez énorme. La dernière fracture, en fait, c'est qu'un hiver, je me suis dit, je m'entraîne à 200%. Je m'entraînais tous les jours. Je voulais vraiment atteindre le plus haut niveau. J'arrive au mois de juin, championnat de France, fini premier aux qualifications. C'était assez extraordinaire. Je reviens, c'était fou. C'était sous la pluie. Tout le monde fait, j'étais un extraterrestre. Mais pour moi, je pouvais aller encore plus vite. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'étais premier, mais je pouvais aller encore plus vite. Oui, Alexandre a eu pas mal de fractures ou d'accidents de vélo. Qu'ils avaient fini la compétition, ça s'était bien passé. Mais il y avait un petit peu un défi, un saut assez impressionnant. Et j'ai vu mon petit Alexandre me remonter et faire la descente, vouloir faire le saut. Et effectivement, la réception était pas très bonne. Où on n'était pas forcément présent, où on a été présent d'aller le chercher, d'aller le récupérer à l'hôpital. Et le lendemain, malheureusement, je vais encore plus vite. Et là, c'est un des plus gros crashs de ma vie que j'ai fait. Je me suis complètement explosé. Je me suis cassé l'omoplate, arraché l'épaule. Donc, j'avais quasiment le bras qui pendait par terre. La douleur était horrible et intense. Là, j'ai souffert. Donc là, il y a une grosse remise en question. Et j'ai perdu mon titre pour rouler au championnat du monde. J'étais plus dedans. En parallèle, en fait, j'ai ma société. J'avais commencé à créer ma société de paysage, donc je travaillais déjà. Et quand je me faisais mal comme ça mettait vraiment en péril ma société. Je pouvais plus aller travailler, donc plus de gagne-pain, je pouvais plus me faire plaisir. Et là, il y a un moment, j'ai pris un peu une décision. C'était soit il fallait que je continue à travailler, que je monte ma société, ou je continue à faire du vélo, où je gagnais pas encore ma vie. Donc c'était très compliqué. Je me suis tourné vers ma société. J'ai fait ce choix-là. C'était pas facile pendant, on va dire, 2 ans, pas facile. J'ai cherché plusieurs sports et puis un jour est venu où j'ai découvert par hasard le monde de la voiture. Sortie de collège, c'était très compliqué de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. J'étais pas à l'école, c'était pas mon plus grand fort. Moi, ce que j'aimais, c'est être dehors, être avec la nature. Puis c'est ma mère qui m'a poussé dans ce métier-là. T'aimes la nature, je pense que c'est le métier qui va plus se raccorder. Donc paysagiste, je suis parti donc faire mes études de paysagiste pendant 4 ans. Mais les études, c'était pas mon fort non plus, donc j'ai arrêté les études. Je pensais à ce moment-là que au vélo. Et puis tout doucement, j'ai commencé à bosser pour la famille, les amis de la famille, et puis les amis des amis, et puis les voisins. Et en fait, tout doucement, j'ai monté ma société sans le vouloir, mais ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai une société qui est très costaud. On est monté à quasiment 8 employés à un moment. On est un petit peu redescendu. Maintenant, je travaille essentiellement avec mon frère et quelques amis. Donc, on fait aussi bien de l'entretien de jardin, de la tonte, de la taille de haies, de l'élagage et de la grosse création, du pavage, de l'enrochement, jusqu'à même faire des piscines. Donc on a un métier qui est assez large. Aujourd'hui, j'adore mon métier, être dehors, il est très varié. Je fais des nouvelles choses quasiment toutes les semaines et j'adore vraiment être en contact avec la nature et en fait tous les jours créer quelque chose de différent. Alors comment a commencé le drift? On me pose tout le temps la question. C'est venu complètement par hasard. On va dire que le drift, avant de commencer, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je connaissais même pas ce mot, je pense. Je faisais, moi, on va dire, des glissades avec mes voitures sous la neige. Ça, c'était assez, on s'amusait. Je pense comme beaucoup, on fait le con avec sa voiture. Mais un jour, j'ai un pote d'enfance, je faisais déjà du vélo avec lui, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Cette personne, c'était Blood Motorsport, il m'a emmené sur circuit avec son frère, ils m'ont fait découvrir la voiture. Là, j'ai découvert le drift, je suis monté en tant que passager. Je suis revenu ce week-end, j'ai fait « Je veux faire ça ». Je suis allé acheter une voiture, je pense qu'on était à peu près en février 2016. Je suis allé acheter une E30 dans un champ, j'ai payé à peu près 800 €, elle roulait pas. J'ai commencé à l'équiper. J'ai fait 2-3 mois d'entraînement sur circuit. Donc la première fois que j'ai vu Alexandre en drift, on l'avait accompagné tout le week-end sur une compétition au Setlo. C'était sur route, donc drift sur route. Et c'est comme ça que j'ai réellement découvert mon fils dans cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Là, j'ai appris à connaître et à m'intéresser à ce monde-là.
Et puis là, il y a une première course qui s'est venue à moi. C'était le championnat de France au circuit du Castellet, Paul Ricard. Et je me suis inscrit pour là-bas rouler en fait juste sur le circuit. Je voulais juste rouler sur ce circuit. Ce qui m'impressionne le plus par rapport à Alex, c'est vraiment sa force de caractère. Il est prêt à déplacer n'importe quelle montagne pour arriver à entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre. C'est-à-dire que la majorité des personnes, quand on veut atteindre un but, par exemple, je sais pas, créer une voiture de toute... De A à Z en fait, on va mettre des années. Lui, c'est en quelques mois que c'est déjà terminé. J'y suis allé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, je savais pas ce que je faisais là en fait, parce que ma voiture, elle ressemblait à une voiture de stop car, ni plus ni moins. J'avais mis pour durcir mes suspensions des balles de tennis à l'intérieur des ressorts, donc c'était pour vous dire l'équipement et la préparation que j'avais sur cette voiture. Et j'ai fait toute la course comme je pouvais. Je voulais rentrer chez moi parce que j'ai rien à faire là. J'avais pas de, pour moi, j'avais rien à faire là. Et puis ma copine, elle m'a poussé, elle m'a dit maintenant qu'on est là, on va rester là, on va aller jusqu'au bout. On est arrivé devant, et là devant l'entrée du circuit avec, vous savez, l'arche là, Alex me regarde et il me dit en fait Julie, je veux pas y aller, je veux qu'on parte. Je l'ai regardé, je lui ai dit en fait c'est mort, t'as pas le choix. On a fait X heures de route, on est là, t'as tout préparé. Tu bouges ton cul et tu vas rouler. Et puis là, je me suis un peu remis dans ma bulle de compétiteur en vélo. Et au final, j'ai fini 3e de cette course en loisir. Et c'était ma première course. Et tout a commencé à ce moment-là. Alors à ce moment-là, il y avait un pilote qui était leader du championnat, c'est Jocelyn Janin, qui m'a prêté son ancienne voiture. Il m'a dit ta voiture, tu pourras rien faire avec. Je te prête mon ancienne voiture et on voit ce que ça donne. C'était une E36 M3. Et là, j'ai continué à faire le championnat de France. On est arrivé par exemple à Tours. À Tours, je savais pas du tout encore me rapprocher du mur. Je savais pas faire grand-chose. Ma copine et mon frère, eux, ils voyaient tous les autres pilotes se rapprocher du mur, passer à ras le mur. C'était assez extraordinaire de voir ça et ils m'ont dit là faut que tu ailles chercher le mur. Je crois même qu'ils ont utilisé le terme t'es un chiculotte, tu vas pas chercher le mur. Et du coup je dis à Alex à Tours, je lui dis écoute Alex, là c'est les moments des qualifs, t'es super loin du mur, t'es à ça, clairement ça va pas quoi par rapport aux autres. Et du coup moi je fais vraiment cette mesure extrêmement grande à Alex. Donc au moment de faire sa qualif, Alex il y va et il gardait en tête ce que je lui avais dit de très très loin. Et du coup en fait il s'est juste encastré dans le mur parce qu'il était juste pas si loin que ça du mur. Moi je me suis dit ah ouais je vais pas aller chercher le mur et puis je suis allé le chercher. Je pense que je suis allé le chercher d'un peu trop près. On a réduit la voiture, on s'est pris le mur du coup et on a réduit la longueur de la voiture. Le crash à Tours, moi c'était la première fois que je montais avec Alex sur un événement. On était au départ, mais il s'est dit bon faut qu'on aille choper le banking là. Il m'a regardé, il m'a dit toi t'es chaud. Je fais c'est toi le pilote, hein. Moi je suis dans la voiture, je te suis. Et puis paf, on a déclenché, il y a l'avant qui s'est bloqué, on est parti le cul dans le mur, mais au final il a gardé sa glisse tout du long et on a continué, on a fini le tour. Je suis sorti de la voiture et la voiture était pliée en deux quoi. C'était complètement fun, sauf que c'était pas ma voiture et j'ai eu de la chance. Jocelyn m'a dit est-ce que tu veux racheter ma voiture? Donc j'ai racheté cette 36, je l'ai réparée comme je pouvais et on a fini la saison, on allait jusqu'en finale et on a fini pour la première année du championnat de France 3e en loisir et c'était une saison juste top. Une fois cette première saison terminée, moi je voulais créer une voiture à moi, une voiture complètement différente. Je rêvais d'une Dodge Charger depuis toujours et j'ai fait à Blood. On va créer une Dodge Charger de drift. À ce moment-là, personne ne me croyait. J'ai reçu des messages de c'est impossible. Je pense que même mes parents y croyaient pas, personne n'y croyait. Je pense que la seule personne qui y croyait réellement, c'était Blood Motorsport. Il croyait à ça. Donc on a créé cette voiture, c'était juste fou. Dès qu'il a une idée en tête, quoi qu'il arrive, tout le monde pourra lui dire que c'est compliqué, que ça va pas pouvoir se faire, que ça va même être de la merde ou qu'il devrait le faire plus tard et tout ça. En fait, il s'en fout. Dès qu'il a son idée en tête, dans sa tête, c'est bon, c'est fait, ça va pouvoir le faire et il va foncer. Et quoi qu'il arrive, ça va réussir et ça va se faire, ça va aboutir jusqu'au bout quoi. Alors le début de la construction de la Dodge Charger, on a acheté une épave. On a acheté une épave, une vente aux enchères aux États-Unis.
C'était complètement une épave, pareil, abandonnée dans un champ, elle était vouée à mourir. On l'a ramenée en France, on a commencé à la découper et Blue Motorsport a commencé à créer un arceau. Alors pour la Dodge Charger, quand Alexandre nous a parlé de son idée, au départ on s'est plus inquiété parce qu'il faisait venir une voiture d'Amérique et que voilà, ça nous paraissait improbable. Mais quand elle est arrivée à la société de mon mari et qu'on l'a vue sur un camion, bah là on s'est dit oui, bah finalement elle est bien là, ça se fait. Et Alexandre, il avait le plus beau sourire tellement qu'il était heureux de voir enfin son projet se réaliser. On a mis en tout premier un moteur de BMW, on n'avait pas encore trop les moyens, donc on a mis déjà un très joli moteur pour les moyens qu'on avait. On a mis des trains roulants de Porsche, j'ai fait totalement confiance à Blue Motorsport et on a créé une Dodge Charger complètement unique, un hybride parce qu'on a des pièces de BMW, de Porsche, de japonaises, et presque tout sauf une américaine, hormis cette énorme carcasse de ferraille qui faisait la coque. Et voilà, on a fait une voiture, on l'a mis sur pied et là c'était waouh, on l'a fait quoi. Je suis arrivé à la première course avec cette voiture, on n'avait pas encore branché les freins avant, j'avais que les freins arrière, il y avait plein de choses qui allaient pas, mais elle était là, elle roulait, c'était fou. Et j'ai fait une vidéo qui était une vidéo avec un téléphone qui a fait des millions de vues sur internet, et à ce moment là il y a Netflix qui a vu cette vidéo. Ils étaient sur la création d'une nouvelle série et un jour j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais chez moi sur le canapé avec ma copine et moi je parle pas anglais, donc je vois un appel de Los Angeles, je passe l'appel à Julie. Julie elle me dit est-ce que tu as reçu un mail? Je lui dis de Netflix, je lui dis non. Non. Et puis elle me dit t'es sûr machin, je dis oui, ouais en fait si j'avais reçu mais j'ai supprimé, je croyais que c'était une pub. Et puis là elle me dit au fur et à mesure non c'est Netflix, ils veulent que tu viennes rouler aux États-Unis avec ta Dodge Charger pour faire une série. Waouh, là tout commence, c'était complètement un rêve irréaliste. Alors Netflix, comment s'est déroulée cette aventure, ce rêve? On a envoyé du coup la voiture là-bas. Déjà un transporteur privé est venu chercher ma voiture chez moi. C'était un transporteur privé juste pour moi, juste pour ma voiture. Ça y est, ma voiture donc elle part. Là je pensais que j'allais jamais la revoir. Le camion est venu ici, on a chargé la voiture. Il étaient 2 voitures dedans, c'était un container, c'est lui qui a chargé sa voiture. Il avait même déjà mis un petit mouchard sur la voiture pour savoir où elle était. Et effectivement ça s'est bien passé, il a été jusqu'au bout, il a été aux États-Unis, il a conduit sa voiture. Le voir à la télévision après, c'est superbe, on peut être fier de lui. Nous, 2-3 mois plus tard, on l'a rejoint là-bas avec mon frère et ma copine. On arrive là-bas, waouh, on est aux États-Unis, le rêve américain. On arrive dans une usine qui était énorme, c'est les anciennes usines de Kodak. Ils avaient déjà mis tout en place, des milliers de caméras. Donc là-bas, je rejoins ma voiture, je vois enfin ma voiture. Donc là, on y est, on n'arrive pas à y croire, des étoiles plein les yeux. Vraiment, la sensation unique de, on sait pas pourquoi on est là, est-ce qu'on est réel, est-ce qu'on rêve, est-ce qu'on est vivant quoi. Chaque moment on rêvait, on avait des chauffeurs, on avait des interprètes, l'hôtel, la restauration illimitée, on était des rois. Hey, salut à tous. Regardez, je suis avec Axel, les 2 seuls Français à l'autre bout du monde. Aux États-Unis, on va représenter la France. Cette vidéo, quand je vais vous la présenter, elle aura déjà 1 an. On pourra enfin vous la sortir, mais là on est à un endroit de malade et on va vivre une expérience vraiment unique. C'est clair, ça va être un truc de fou et j'espère vraiment que vous serez fiers de nous parce qu'on va faire notre maximum pour faire bien. Yeah. Là-bas on commence à rouler, c'était des parcours ultra fun. Moi ça faisait qu'1 an que je faisais de la voiture, donc là-bas je découvrais au fur et à mesure. Même ma Dodge Charger là-bas avait déjà fait le plus gros travail, c'est que les Américains, la Dodge Charger c'est un mythe. Et là ils allaient filmer une Dodge Charger qui allait faire une course incroyable. Moi je savais pas encore quoi comme course, mais en fait on emmenait notre voiture complètement à la mort. Ce qu'il faut savoir c'est quand on passe, on allait faire des passages dans l'eau, on allait sauter avec la voiture, on allait faire rouler sur des rails, on allait passer dans des conteneurs à toute vitesse. Donc clairement on emmenait la Dodge Charger à la mort. Là-bas Netflix, là-bas c'était les US, on n'a rien inventé dans les films, c'est exactement pareil là-bas. On était dans une immense usine, un gros timing, on se levait le matin vers 11h, on allait
sur le tournage à midi. Il y avait les essais jusqu'à la tombée de la nuit. Après la nuit, c'était la compète, ça roulait. On retournait à l'hôtel à 8h et on recommençait et ainsi de suite. On a eu des petits problèmes avec la voiture, on a dû démonter le compresseur alors qu'on l'avait jamais fait parce qu'on a voulu faire un schnorkel, parce que la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que la balle passait dans l'eau, elle faisait des sauts, il y avait des sauts pendant les drifts, donc les voitures prenaient vraiment cher, fallait glisser sur des rails et tout ça. C'était la merde, mais ça a été une expérience de dingue et c'est un peu tout ce qui a lancé l'histoire qu'il y a jusqu'aujourd'hui, quoi. On a pleuré, on a crié, on a eu le sourire, on a rêvé, on a eu tout. C'était extraordinaire de vivre pendant plus d'un mois avec tous les pilotes parce que c'est devenu une grande famille. Tous les jours, on était avec eux. C'était un mois très éprouvant parce que en fait, les tournages étaient pendant toute la nuit. Donc, on commençait à 19h jusqu'au lever du jour. Il y avait des jours où on faisait rien, mais il fallait être présent parce qu'au cas où il fallait tourner au dernier moment, il fallait être présent. Donc, tenir toute la nuit, c'était des fois très compliqué. Je pense que mon frère a utiliser toutes les boissons énergétiques qui existent au monde. Et au fur et à mesure de la course, on a eu beaucoup de casses, beaucoup de galères. Du coup, on roulait la nuit, on essayait de réparer la nuit, on essayait d'aller dans les magasins pour trouver des pièces. Par exemple, pour passer dans l'eau avec mon frère, on s'est dit on va déporter l'admission et puis on va faire un schnorkel. Donc on est allé acheter de la tuyauterie dans un Castorama de là-bas. On l'installe sur la voiture, super fier de ce qu'on fait. On démarre la voiture et en fait le compresseur a avalé notre tuyauterie, donc on casse le compresseur. Ça commençait bien, ça faisait les premiers jours qu'on roulait, on casse directement la voiture, donc bref, on fait on va peut-être plus rien toucher, on va essayer de continuer à rouler comme ça. Donc on se retrouve avec à peine 300 chevaux pour rouler, la voiture la plus grosse, quasiment la moins puissante, ça va le faire. Et on commençait au fur et à mesure à passer les manches, à passer les épisodes et aller de plus en plus loin jusqu'à être à un moment leader de la course. Donc la sensation était unique parce que la dernière course que j'ai pu faire là-bas, on était leader. Donc moi, petit français, arrivé là-bas, ça fait 2 ans, 1 an à peine que je fais de la voiture. Je suis leader d'une des plus grosses courses qui va être diffusée sur Netflix. C'était le rêve, je vous explique même pas jusqu'où on était. Et puis là, malheureusement, pendant les entraînements, on avait déjà cassé la voiture parce que pendant les G-turns, donc on devait rouler en marche arrière, tourner, faire un 180 et repartir dans l'autre sens. Concrètement, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc je me suis entraîné avant, en amont, entraîné là-bas. Et puis à un moment, on a cassé toute la triangulation. Donc on avait un côté qui était plus bas et plus court que l'autre, mais ça a tenu. Et ça a tenu jusqu'à cet épisode quasiment final où on casse la voiture. C'est pas on est rentré dans quelque chose, c'est en fait ma réparation n'a pas tenu. On était à toute allure, la voiture, tout s'est arraché. La voiture, elle a slidé par terre, ça m'a arraché l'aile, la suspension, le triangle, la roue. Enfin, la voiture était complètement par terre. Et là, c'était la plus grande déception de toute ma vie. Sur le coup, j'étais dépité, en pleurs parce qu'on s'était battu jusqu'à là, on pouvait y arriver, c'était un rêve. Et sur le moment, tout se cassait la gueule. Et ça a été très compliqué. Heureusement qu'à ce moment-là, j'avais ma copine qui m'a soutenu à 1000% et je la remercie. Ça a été super délicat parce que j'attendais qu'une chose, c'était juste qu'ils sortent ou juste qu'on me dise ok, tout va bien. Mais ce moment-là, j'avais l'impression que c'était des minutes. En fait, c'était juste quelques microsecondes. 1 minute après, ils m'ont dit c'est bon, Julie, tu peux y aller. Donc là, j'ai tout quitté, tout le matos. Je suis partie en courant et mon Alex commençait à sortir de la voiture. L'autre moment délicat après le crash, ça a été de sortir, de voir l'état de la voiture parce qu'ils nous ont éclairés parce qu'on était en pleine nuit, on voyait rien. Et de se dire qu'en fait, c'était fini pour nous, quoi. C'était fini pour Alex, c'était fini pour nous alors qu'on était qu'au début de tout ça. Donc c'était dur à accepter, quoi. Là, du coup, on a dit allez, on va faire 1 ou 2 jours, on va aller changer les idées. On est parti à New York en amoureux, je connaissais pas du tout. Elle m'a fait visiter New York, elle y avait travaillé et fait ses études là-bas. Donc elle m'a montré son passé et on a oublié, on est revenu du coup sur le plateau de tournage. Ils nous ont offert une dernière course. Donc c'était, on a eu 2 jours, même pas, je crois, 24 heures pour réparer la voiture. On a réparé la voiture tant bien que mal qu'on pouvait, toute la nuit, toute la journée. On n'a pas dormi pendant 2 ou 3 jours, c'était horrible. Et on a fait cette dernière course, ça m'a remonté le moral comme jamais, même si j'ai perdu. Mais en fait, on était là, on a pris ce qu'il y avait en positif à prendre et on a vécu ce rêve américain j'ai pas de mots pour décrire ce rêve. Alors,
grâce à la compétition Netflix, on a pu accéder à des cours réservés à l'élite. J'ai pu avoir la chance de rouler à Goodwood. Je pense que Goodwood, c'est l'événement le plus gros dans le monde de l'automobile. Et moi, petit français, je suis arrivé là-bas, j'ai été invité, c'était pareil, un truc extraordinaire avec ma Dodge Charger. Là-bas, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est on va dire la haute. Des gens qui sont très riches ou des gens qui sont, on va dire Sébastien Loeb, Pastrana. Et je vais rouler avec ces gens-là, montrer ma Dodge Charger, montrer mon savoir-faire. On a mis le feu à Goodwood. Les gens ont, on va dire le mot pété un câble. Aujourd'hui encore, 3-4 ans après, on repartage mes vidéos tous les mois de la Dodge Charger là-bas. On a laissé une image fabuleuse. Là-bas, j'ai roulé avec Pastrana, par exemple, qui est venu me voir. Il est venu voir ma Dodge Charger. On a fait un repas de charité. C'était la toute première fois de ma vie que je fais ça, un repas de charité. On était invité par le Lord. On a été invité au repas par le Lord. Au début, donc là-bas, il faut arriver costard cravate, robe de gala obligatoire. Moi, on n'avait rien pris avec Julie. On a dû aller acheter là-bas une robe, un costard. J'avais jamais mis un costard de toute ma vie. Et on est arrivé à cette soirée. Cette soirée accueillie par un concert, feu d'artifice, tous les gens de la haute. Qu'est-ce qu'on fait là? Tout le monde en costard cravate. On s'est mis à table. Donc à table, on choisit pas avec qui on est. Là, on est tombé avec un Italien avec la chance incroyable qui parle français. Et attention, c'est pas n'importe quel Italien, il possède la première Formule 1 Ferrari. Donc il était avec cette voiture là-bas. Et moi, il me dit mais qu'est-ce que toi tu fais ici? T'es fils de banquier, t'es un héritier? Je lui fais non, j'ai juste une Dodge Charger. Il n'arrivait pas à me croire. Je fais si, j'ai une Dodge Charger. J'étais sur Netflix et voilà, j'ai été invité ici. Le gars en revenait pas. Je lui ai montré mes vidéos et on a passé un repas extraordinaire. Suite à Netflix, on a été invité au Gymkhana Grid Monster Energy, une des plus grosses, on va dire, compétitions show qu'il puisse avoir dans le monde, avec tous les top pilotes du monde entier. J'ai débarqué là-bas avec ma Dodge Charger, on a fait plus de 24 heures de route aller avec Julie, c'était super long, c'était pratiquement à la frontière de la Biélorussie. On est là-bas avec la Dodge Charger, un peu en mode star, parce que Netflix venait de sortir, tout le monde l'avait vu, le public là-bas, tout le monde avait vu, on avait plus d'autographes à faire que Ken Block. Là-bas, c'était complètement dingue. Et là-bas, on a fait la rencontre de Ken Block. C'était, voilà, moi je l'avais juste vu en vidéo. C'est un idole. Il a un parcours qui est extraordinaire et je pense que n'importe quel pilote de drift ou même pilote tout court respecte Ken Block. Aujourd'hui, il nous a quittés et il va laisser une mémoire incroyable à tout jamais. Je pense qu'il aura marqué le monde de l'automobile à tout jamais pour que ça soit n'importe quel pilote, autant un pilote de Formule 1 que de NASCAR. Tout le monde a baigné dans les vidéos de Ken Block et c'était fou. Et là-bas, je vais rouler avec lui. C'est même lui qui m'a invité à rouler, à faire le show à ses côtés. Je suis parti contre lui, on a fait le show ensemble. Alex's Dodge Charger is incredible. I absolutely love the Dodge Charger. Dodge Charger is one of my favorites that I want to drive, one day. Il est venu discuter avec moi, c'était qu'est-ce que je fais là? Moi, encore une fois, petit français, je suis au plus haut niveau et les top pilotes que je regarde aujourd'hui me disent félicitations pour ton parcours, pour ce que tu fais. On a eu tous les autres pilotes qui sont venus me voir, comme Daigo Saito. Daigo Saito, il y a un moment, il était sous ma voiture. Ma copine Julie, elle me dit attends, il y a quelqu'un qui est sous ta voiture, les paddocks ils sont fermés, je comprends pas. Et elle me dit c'est un petit chinois. Elle savait pas du tout qui c'était, elle connaît pas ce monde. Et puis je lui dis ah bon, mais je le décris et tout, ouais, il est comme ça et tout. Puis en fait c'était ni plus ni moins que Daigo Saito. Daigo Saito, c'est un des, on va dire, des pionniers du drift, des dieux du drift. Et il était là pareil à venir voir ma voiture et à dire mais bordel, c'est quoi cette voiture? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi fou que ça. Et pareil, c'est une compétition qui restera à jamais gravée dans ma vie.
J'adore repousser mes limites et la Dodge Charger c'était pas suffisant. J'ai voulu encore créer quelque chose de unique et insurmontable. Qu'est-ce qui est la voiture la plus connue au monde mais que personne n'a jamais vue? Une DeLorean. Une DeLorean, c'est une voiture qui me fait rêver depuis très longtemps. C'est une voiture qui est pas du tout conçue pour les circuits, c'est pas du tout une voiture qui va vite. Et on va en faire une voiture de course. C'était un projet complètement fou, un pari que j'ai présenté encore à mes sponsors, que j'ai présenté à Blood Motorsport et l'aventure commence. Et là, la DeLorean, l'idée principale c'était de mettre le moteur à l'avant, mettre un moteur de Corvette, minimum 500 chevaux. Et là, avec Blood Motorsport, on a recréé une voiture. Donc, on a créé un nouveau châssis, on a créé un nouveau moteur, des trains roulants sur mesure. C'est une voiture qui est complètement sur mesure. Et je remercierai jamais assez Blood Motorsport de m'avoir suivi dans cette idée folle et à toutes les personnes qui ont travaillé dessus, parce que ce qu'il faut savoir c'est que mes voitures, je suis pas tout seul, il y a des heures et des jours et des mois entiers de réflexion à se taper le crâne contre une table pour savoir comment on va créer cette voiture. Gamma Speed Shop a énormément travaillé sur cette voiture. J'ai un ami carrossier aussi, il y a Corsa 801 qui a fait un kit large et je pense que j'en oublie parce qu'il y en a tellement qui ont travaillé sur cette voiture que je ne vais jamais assez remercier. Et aujourd'hui, grâce à ce projet fou, la DeLorean m'a emmené derrière d'autres frontières. La voiture aujourd'hui elle est dans The Crew. Vous imaginez ma voiture, mon projet dans un jeu officiel qui est mondial. C'est juste incroyable. Elle est officiellement dans un jeu vidéo. Elle nous a emmené aussi en Allemagne, gagner des prix de la meilleure préparation et construction. Et on arrive aussi à rivaliser avec des voitures de course avec des préparations énormes, avec des budgets illimités. Et nous, avec notre petite échelle, on y arrive. On a aussi fait l'ouverture du Grand Prix de Formule 1 au Castellet. C'était un truc de ouf. On arrive au plus haut niveau de rendre un rêve comme ça possible parce que tout seul ça serait impossible. Et aujourd'hui on a créé la seule et unique DeLorean de course, la seule DeLorean au monde à avoir subi une transformation aussi grosse que celle-ci. Roll another one. Cette année, j'ai eu la chance de pouvoir faire la demande de rouler au Driftmaster à Ferropolis. Donc on va dire que Ferropolis, c'est une des plus grosses compétitions en Europe. Ça réunit les plus gros pilotes en Europe. J'ai pris le choix d'aller rouler là-bas avec ma Corvette. Ça a été très compliqué parce que ma Corvette n'est pas encore du tout prête à accéder à ce genre de compétition. Là-bas, toutes les voitures ont minimum 800 chevaux. C'est que des pilotes qui sont affûtés. On était 140 pilotes, c'est 140 très bons pilotes. On va dire que là-bas, j'étais quasiment le plus nul. Mais on l'a fait d'une manière juste pour expérience. On s'est quand même bien démerdé. On a roulé contre les murs. Là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se jette que contre les murs. À la fois, on a roulé en course de côte à Limonest. Il avait une bonne proximité quand on roulait avec Quentin, les deux Corvettes qui suivaient, c'était incroyable à voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un passage sur 3, un pilote sur 3 écrase sa voiture, casse sa voiture. Donc ça fait très peur, c'est une arène de combat sans pitié. Nous, on n'a pas cassé la voiture, on a monté les échelons tout doucement. J'ai été félicité par l'organisation. Pour mon pilotage, ils m'ont dit que j'ai fait une évolution énorme tout au long du week-end. On a fini à la 37e place, donc c'est déjà énorme. On aurait pu faire un peu mieux, mais ma voiture, les capacités de ma voiture étaient très limitées. Là-bas, les 140 pilotes ont le couteau entre les dents. Mais ça a été une expérience folle et j'ai envie d'y retourner l'année prochaine avec une voiture beaucoup plus affûtée. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pas dire que je vais aller chercher le podium, mais si, je crois que l'année prochaine, là-bas, je vais aller chercher les premières places. Alors ces dernières années, j'ai une grosse affinité pour rouler en Espagne. Là-bas, l'ambiance est incroyable, donc je fais les Vol Race. Vol Race, c'est un événement, on va dire, ça fait plaisir encore d'avoir des événements comme ça, parce que ça réunit beaucoup de mondes différents de l'automobile, du stance, du drag, du drift, de la vitesse. Tous pour la même passion, on est tous réunis là-bas. Ça réunit un nombre de personnes énorme, autant public que pilotes. L'ambiance est folle, les Espagnols adorent la voiture, n'ont aucun jugement et j'adore là-bas, on passe vraiment des très bons moments et j'invite les gens à venir. J'ai fait aussi toutes les compétitions de Spain, donc le championnat espagnol. Donc pareil, l'ambiance, on roule sur des circuits de F1, sur les circuits les plus mythiques, avec un public à chaque fois qui est de plus en plus nombreux.
qui nous acclament. Donc j'adore cette ambiance espagnole. Et en plus de ça, cette année, on a fini avec une pole position sur la finale. Donc on ne pouvait pas rêver mieux pour finir cette saison 2023. Une pole position avec une Corvette, une voiture qui n'est pas encore affûtée, qui fait que 400 chevaux face à des voitures de 1000 chevaux. Donc on est plus que motivé pour le reste des saisons et pour l'année prochaine. Et on sait que maintenant on a les cartes en main pour y arriver. J'ai réalisé grâce aux équipes de Monster Energy une vidéo complètement folle que je rêvais de faire. C'est une vidéo à Courchevel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Courchevel, j'y vais depuis que je suis tout petit. On y va depuis plusieurs générations là-bas dans ma famille. Je connais la station par cœur et je voulais faire une vidéo qui était complètement différente, une vidéo digne de Ken Block. J'ai proposé le concept à Monster Energy qui ont complètement adhéré et qui m'ont suivi dans ce monde-là. Quand on est sur des circuits ou sur des routes, il est capable d'être très précis. C'est sa précision en fait, il peut placer la voiture là où il regarde, là où il le dit, il va placer la voiture. On a réalisé une vidéo de drift à Courchevel. Courchevel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la station de ski la plus hippée, on va dire, d'Europe. J'ai roulé là-bas sur les pistes de ski avec ma Dodge Charger. J'ai roulé sur l'aérodrome le plus dangereux d'Europe. J'ai été la première voiture au monde à rouler sur cet aérodrome et à drifter surtout. Donc j'ai drifté à plus de 2000 mètres d'altitude. Courchevel, ouais, c'est comme une histoire de fou, parce qu'on va skier là-bas depuis qu'on est petit. C'est la station qu'on voit depuis qu'on est gosse, quoi, de notre arrière-grand-père. De pouvoir le projet de monter une vidéo là-bas, ça s'est fait un peu rapidement et finalement on s'est retrouvé là-bas avec la chargeur et à rouler là-bas, à rouler dans la station, à rouler sur la piste, la chargeur avec des pneus cloutés, tout ça, enfin vraiment un truc de fou. On a fini sur l'altiport, enfin des trucs qu'on voit depuis qu'on est petit et de se dire qu'un jour on serait là avec les caisses, Alex en train de rouler et de faire une vidéo de fou, bah ouais, je peux pas dire que c'est un rêve, mais c'est une fierté, c'est un accomplissement de fou et c'était vraiment un gros chapitre. C'était pareil, encore un rêve. Là-bas, quand j'étais dans ma voiture et que je suis parti sur l'aérodrome, je fais waouh. Je crois que j'ai l'impression que je pars au paradis là. J'avais limite envie de pleurer en roulant dans ma voiture. Il y avait mon père à mes côtés qui pareil connaît Courchevel par cœur et je pense que dans cette vidéo au moment du tournage je l'ai fait rêver et on l'a fait. On est arrivé à faire une des plus belles vidéos je pense du monde de l'automobile, une des plus belles vidéos au monde. Je suis très fier de cette vidéo, vraiment très fier, elle va rester à vie, je pourrai la montrer à vie et j'espère surtout qu'on va pouvoir refaire des vidéos de aussi haut niveau, dignes des vidéos de Ken Block. Un grand merci d'avoir regardé cette première partie de ma vie. Mais maintenant, je vais vous annoncer un truc de fou. Tenez-vous prêts parce qu'il va falloir être bien assis pour regarder les images qui vont suivre. Ça va être certainement l'annonce la plus folle de toute ma carrière de pilote. Merci à ma famille de m'avoir donné cette motivation depuis que je suis tout petit. Merci à ma femme de me supporter. Je passe un temps énorme avec tous ces projets. Un grand merci à tous mes amis aussi qui sont vraiment présents et qui sont derrière moi. Un grand merci surtout à mes sponsors qui sans eux, ça serait pas possible. Merci à vous qui êtes derrière les écrans et qui nous soutiennent toutes les saisons. Un grand merci aussi à mon caméraman qui vous a construit toute cette vidéo et qui surtout vous procure des images toute la saison. Donc asseyez-vous, regardez ça. Merci à vous et on se voit sur cette nouvelle saison. Félicitations pour ce nouvel événement. Je sais qu'il va y arriver, qu'il va tout donner et on sera là avec lui et pour lui. On va l'accompagner et tout. Ça va être une belle nouvelle saison. Alexandre, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau virage qui arrive, une nouvelle étape. Réaction de savoir qu'Alexandre va peut-être faire partie d'une équipe, en fait, comme ça, où il n'y a jamais eu personne, pas de Français d'ailleurs. Et ouais, il y a de quoi être fier. Plein de bonnes choses pour toi et continue et on est vraiment fiers avec ta maman. Alexandre, on t'a toujours dit, et toi et à ton frère, de vivre vos rêves et d'essayer d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Et c'est vrai que là, tu nous as prouvé jusqu'à aujourd'hui que tu étais capable et que tu entraînais beaucoup de sponsors derrière toi et beaucoup d'amis
Donc continue comme ça et bravo pour ce qui t'arrive. Mon chéri, c'est le moment du mot de la fin. Là, je tiens à te donner toute la chance possible et inimaginable. Je suis très très fière de toi. Ce qui va t'arriver là maintenant par la suite, c'est tellement mérité. C'est quelque chose que tu attends depuis des années. Tu as tout fait pour. Tu as donné beaucoup de toi, beaucoup de temps, beaucoup de tout. Donc c'est 1000 fois mérité et sincèrement, je suis la plus heureuse. Et quand je vois les étoiles qui brillent dans tes yeux en apprenant ces nouvelles-là, je me dis que voilà, c'est qu'une belle suite qui arrive, d'autant que maintenant tu es beaucoup entouré par rapport au début. Tu as une équipe, tu as des sponsors, tu as tout le monde autour de toi. Donc voilà, juste prochaine étape, grosse étape, mais 1000 bravos pour ce que tu as réussi à entreprendre. Et ouais, bah là pour la suite, moi je vois les choses aller loin. De toute façon, je dirais pas porter bonne chance parce que depuis le début, tout va bout à bout et je pense que je vois déjà les choses loin et à mon avis, que les événements et les sorties, c'est que le départ et qu'on va vraiment faire des trucs de dingue et qu'on sera toujours là avec lui et derrière lui et puis qu'on va vivre tout ça ensemble depuis qu'on est gosse, quoi. Toujours pareil.